Bien, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur Volker Winfer, qui est président de l'Association de la presse étrangère. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et également monsieur Amr Zouhiri, qui est journaliste, également chercheur en sciences des médias. Bienvenue. Bonsoir. Alors, on a commencé en fait par le crash de l'avion russe. C'est vrai qu'il y a toujours, comme les enquêteurs disent, toutes les causes sont possibles. Mais est-ce qu'on peut déjà parler d'une piste terroriste selon vous? Ce serait très difficile. Bien sûr, dans le contexte des accidents terroristes dans la région et en Europe, tels que Berlin, Belgique, France, il est très clair que l'on pense qu'il doit avoir une certaine relation. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve, veut dire, je ne vais pas exclure, mais jusqu'à maintenant, rien ne me permet de dire que c'était un attentat. En tout cas, je ne peux pas exclure finalement. Mais les autorités russes et quelques États voisins qui se sont engagés à rechercher les débris, etc., auront une réponse demain ou après-demain, je crois. Mais vous savez, il y avait déjà des avions russes qui explodé, tombé sur le Sinaï et d'autre part en Russie même. C'est pourquoi je crois qu'il est très compréhensible si l'on pense alors peut-être il y a une certaine relation en ce qui concerne le rôle de la Russie en Syrie, en Moyen-Orient en général. En tout cas, mais je n'ose pas de dire qu'elle est vraisemblablement un attentat. Mais je ne veux pas exclure. Monsieur Zouhiri, est-ce que vous êtes de cette même opinion? Je ne sais pas contre la piste terroriste, mais ce que je voulais dire, que toutes les condoléances pour le peuple russe, pour la perte aussi de la troupe assez exemplaire, très marquante au niveau même du patrimoine humain musical vraiment qui nous a tous choqués. C'est une grosse perte pour la musique et pour le sens de devoir même de tous les musiciens. Ça nous évoque une tristesse, une grande tristesse. Une grande perte. C'est vrai. C'est une grosse perte qui était infligée. Au niveau de la question de la piste terroriste, je ne sais pas, parce que comme M. Kavali l'a dit, c'est pas à exclure, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment marquant, parce que probablement l'erreur humaine c'est possible également. Et deuxième chose, que rien n'ait pu être, les choses seront claires après la trouvaille des 2 boîtes noires de l'avion, donc ça répondrait à beaucoup de questions. Oui. Alors, M. Volker, vous venez de dire que c'est vrai que toute l'Europe, ces jours-ci, visée par des attaques terroristes, le Proche-Orient également. Est-ce que vous pensez que la Russie sera plus visée que les autres en raison de sa politique vis-à-vis de la Syrie surtout? Je vais vous dire, si on compare entre le rôle des États-Unis l'année passée, jusqu'à ce moment-là, et ce que faisait la Russie a été active. Ils ont vraiment combattu l'État islamique, califat, etc. Les appellations ne sont pas importantes, c'est la même chose, c'est le terrorisme radical. Le rôle américain était, à vrai dire, pas très important. Ils n'ont rien fait. Et il y a des raisons, parce qu'ils sont préparés pour les élections présidentielles, qui sont déjà roulées en même temps. Je crois, je dis-le franchement, ce que disent beaucoup de médias américains même, les dirigeants à Washington profitaient d'une certaine façon de ce facteur très néfaste, très dangereux. Veut dire, le moindre que je puisse dire, le facteur terroriste, quelquefois, a été mal utilisé dans la politique américaine en général.
Et voyons, Erdogan, le président de la Turquie, membre important de l'OTAN, un militaire ouest dominé par les Américains, le plus important, toujours, c'est bien connu, entretenu des relations très étroites avec les terroristes. Mais les terroristes en Turquie, l'État allié avec les Américains plutôt que les autres pays de cette partie du monde, sont très bien connus. Non, je crois que les Américains ont perdu, pas seulement une bataille, je crois, une sorte de guerre, parce qu'ils avaient la chance d'une année et 4 mois de montrer au monde qu'ils sont capables d'en finir avec l'État islamique. Non. Ouais. Seulement le jour où les Russes commençaient à bombarder, les choses commençaient à bouger. C'est vrai. Il doit le dire. Ouais. Mais est-ce que vous voyez avec, si jamais cet accident ou d'autres accidents terroristes visent la Russie, ça va freiner le soutien russe au régime syrien ou ça ne va pas arrêter Poutine? Parce que c'est pas déjà clair que c'était juste, mais pour aussi beaucoup représenter de condoléances, malheureusement, cette année se termine très tristement aussi le peuple allemand. Il faut représenter des condoléances parce que c'est inhumain ce qui s'est passé à Berlin, c'est quelque chose atroce qui n'est pas justifié. Et c'est un crime contre l'humanité, ça ne pourrait jamais être justifié par une religion ou pour n'importe quel. Par l'humanité, c'est pas par religion. Quel être humain. Non, quelle mouvance, quelle pensée qui peut amener à cela. Donc, ce que je voudrais dire, que la Russie allait cibler, on se souvient de l'histoire du théâtre qui était aussi. Donc c'est le monde libre aujourd'hui et demain, peut-être, et sans doute hier, et ça continue, est en combat permanent contre ces phénomènes inacceptables dans l'histoire de l'humanité, qui est le terrorisme international, qui porte aujourd'hui le manteau de l'islam, malheureusement, avec d'autres noms avant et probablement d'autres noms après. Bien, de toute façon, on espère que cette année se termine sans plus d'actes de terrorisme qui visent n'importe quel autre pays. De toute façon, on va passer actuellement à notre deuxième sujet, c'est la visite de M. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais aux États-Unis, plus précisément à Hiroshima. En fait, il est attendu aujourd'hui et demain sur l'attaque japonaise en 1941. Monsieur Abe a dit qu'il va rendre hommage aux victimes américaines, mais ne va pas présenter des excuses. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette visite et puis on revient pour plus d'explications. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui effectuera lundi et mardi une visite aux côtés de Barack Obama à Pearl Harbor à Hawaï, compte affirmer à cette occasion que le Japon ne réitérera jamais les atrocités commises durant les guerres passées. Lors d'un discours lundi devant la Fédération patronale japonaise, le Keidanran, le Premier ministre japonais, a affirmé que l'alliance entre le Japon et les États-Unis se fonde sur l'espoir de régler les différents problèmes du monde. J'espère que la visite historique des dirigeants du Japon et des États-Unis à Pearl Harbor sera l'occasion d'une démonstration de réconciliation, a-t-il ajouté. Shinzo Abe est le premier chef de gouvernement japonais en exercice à se rendre à Pearl Harbor depuis le bref passage qu'y avait fait Shigeru Yoshida en 1951. Le Premier ministre japonais ne compte pas présenter d'excuses pour l'attaque japonaise de la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, qui avait coûté la vie à plus de 2000 militaires américains, car pareille excuse irriterait la base conservatrice du Parti libéral-démocrate. M. Abe a affirmé que son objectif n'est pas de revisiter les décisions prises il y a 3/4 de siècle ou de présenter des excuses, mais de rendre hommage aux victimes, encourager une réflexion sur l'histoire et se tourner vers l'avenir.
Barack Obama, quant à lui, voit dans cette rencontre la puissante illustration du pouvoir de la réconciliation entre deux pays, jadis adversaires acharnés. De la même façon, Barack Obama, qui avait effectué une visite historique à Hiroshima en mai, n'avait pas présenté d'excuses pour les bombes atomiques larguées sur cette ville et sur celle de Nagasaki, qui avaient fait en août 1945 des centaines de milliers de victimes civiles. Il avait lancé un vibrant plaidoyer pour un monde sans armes nucléaires. Nous connaissons la douleur de la guerre, ayons le courage ensemble de répandre la paix, avait-il écrit sur le livre d'or en parlant. La visite à Pearl Harbor à 4 semaines de la prise de fonction du président élu Donald Trump permettra d'affirmer la valeur de la réconciliation entre le Japon et les États-Unis, a déclaré ce mois-ci le secrétaire général du gouvernement nippon, Yoshihide Suga. Bien, Monsieur Wynford, en fait, aujourd'hui, Monsieur Abe à Pearl Harbor, il y a 5 ou 6 mois, en fait, en mai dernier, c'était Obama à Hiroshima. Comment vous voyez ces deux visites et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ces visites? Bon, le président Obama, encore président Obama, veut dire adieu, mes amis au Japon, mais en même temps, ce qu'il faisait à Berlin avant toute autre capitale européenne. Mais je crois que sous la table, sur les grands thèmes, à la grande lumière, il y aura des discussions centrées sur ce que je crois, je n'ai pas d'informations secrètes, mais je m'imagine. Dans la fin des choses, je suis journaliste ici dès 1959. Je veux dire, en général. Oui, il y a le problème du Corée du Nord, de la Corée du Nord, qui possède des armes, des missiles, des projectiles des fusils même atomiques, nucléaires, très dangereux. Ouais. Et les États-Unis n'ont pas trouvé un chemin pour contrôler la situation telle qu'elle. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à même convaincre la Chine d'être plus dure, entre parenthèses, envers Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Mais je crois le Japon, qui est situé en face, c'est 200 km, 250 km de la Corée du Nord, je crois, est très inquiète. En même temps, il y a un autre thème très important. Quelle sera la politique des États-Unis après le 20 janvier, quand le président élu, Trump, va commencer à disons, montrer au public mondial les grandes lignes de sa politique, même en ce qui concerne la Chine, mais en ce qui concerne la Corée du Nord, et c'est un grand problème, à vrai dire, personne ne sait ce qu'il va faire. Mais le Japon, c'est un pays ouest, dans la coalition ouest, qui se considère directement disons, visés d'une façon ou de l'autre. C'est bien sûr. C'est pourquoi je crois que ces deux thèmes vont être très, très importants. Mais ce que encore président Barack Obama peut le conseiller, ce n'est pas clair. Mais je crois que c'est la préoccupation de chaque empereur et chaque premier ministre japonais, ces moments-là. Oui, exactement. Comme M. Wynford vient de dire, dans quelques semaines, voire dans quelques jours, on aura un nouveau président. Pourquoi M. Abe arrive en ce moment, les derniers jours d'Obama? Pourquoi il n'a pas peut-être attendu le nouveau président pour avoir ces discussions ou cette visite? Je pense que d'un côté, comme vous l'avez mentionné, avec la visite de M. Obama à Hiroshima et M. Abe rend la visite et ainsi à Pearl Harbor, donc ainsi il enterre l'âge de guerre définitivement, j'espère, parce que depuis longtemps ils sont des pays très en coopération.
Et de plus, il y aurait un cédement des terrains et des bases militaires américaines en Chine, notamment à Okinawa, je pense, si je me souviens bien. Donc il y a beaucoup de sujets de discussion. Monsieur Eckhart a parlé de ce qui occupe ces deux puissances internationaux au niveau de extérieur, mais aussi entre eux au niveau de la politique intérieure entre les deux pays. Il y a beaucoup de dossiers à régler, économiques aussi politiques. Donc c'est un dossier et c'est quelque chose qui devrait être géré avec une grande tranquillité parce que visiblement, malheureusement, le prochain président, on ne sait pas, il a des idées, certaines idées sur beaucoup de dossiers asiatiques, notamment la Chine. Ouais. Justement, le secrétaire général du gouvernement nippon, il a parlé de la valeur de la réconciliation entre le Japon et les États-Unis. Est-ce qu'il s'agit là d'un message à M. Trump plutôt? Je crois que Trump sait très bien, il a fait ses études. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un homme qui ne sait rien. C'était la propagande américaine antérieure. À vrai dire, il est bien préparé. Mais je crois, lui ici doit adresser le problème de la Corée du Nord et les fusées atomiques, nucléaires, c'est nécessaire. Et il a besoin de bonnes relations avec le Japon, elle aussi. C'est dans leur intérêt commun, même la Chine. Mais je vois une autre chose. Je vois dans cette grande région de l'Asie de l'Est, vous avez une dégradation des relations entre quelques pays, quelques gouvernements avec Washington. Par exemple, les Philippines. C'est une situation inconnue. Je veux dire, le président des Philippines maintenant se considère en sorte de guerre froide avec Washington et ça a des répercussions dans d'autres pays, bien sûr. Vous savez bien, le Vietnam est plus en état ennemi, mais en même temps, il y a des questions délicates. Par exemple, les intérêts économiques, peut-être stratégiques des États-Unis, dans la mer de Chine, du sud de Chine, les îles ou les îlots. Taïwan ou la Chine. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je crois qu'il y a des questions qui devaient être discutées au même, disons, chacun attend ce que va faire M. Trump. Mais pour le cas que on se rencontre, on parle sur ça. Mais une réponse, nous n'aurons pas avant fin janvier. Peut-être encore un ou 2 mois plus. Parce que les questions sont très, très difficiles et lourdes. Alors, les deux responsables ont bien réitéré qu'ils ne vont pas présenter des excuses. Est-ce qu'il y a un sens spécifique derrière cela ou c'est juste parce qu'ils ne veulent pas mettre en colère certaines parties de leur population? Je pense non, et je pense que c'est pas une question de sémantique plus que c'est pas du tout c'est une question sémantique, c'est quelque chose qui se sent d'abord. Et ils s'excusent en faisant ce qui est bien pour les deux pays, donc ils ne sont pas obligés de cela. Mais en ce qui concerne M. Trump pour le prochain, je suis complètement d'accord avec ce que M. Khalil venait de dire, que là, et s'il y en a un conseil à lui dire avec tout ce qu'il y a de bagages en tant que négociateur, un grand homme d'affaires aussi, et homme des médias à l'américaine, c'est de ne pas traiter les sujets avec superficie. Essaye d'aller plus loin dans les choses pour toucher les fonds des problèmes, des vrais problèmes dans le monde, parce qu'ils sont plutôt plus compliqués qu'on l'imagine avec de la propagande qui se fait d'un côté et de l'autre, ou de l'information du talk, des intox. On ne saurait pas, mais il y a il y a un conflit. Donc s'il y a une évolution, il y a des choses qui ne sont pas, qui restent à régler. Donc il doit être prudent dans tous les dossiers qu'il va traiter.
Ouais, Si vous me permettez, bien sûr. on discute. Il y a un rapprochement très clair entre Moscou et Washington, Trump. Mais je ne vais pas exagérer et dire ils sont des amis. Mais Trump, je crois, est un homme très direct. Il ne croit pas qu'il est nécessaire de continuer cette politique extérieure. Ça pourrait être un homme du contrat ou du compromis envers. Je crois les deux. Mais il n'aime pas les jeux. Il ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon, mais très clair. Ses inspirations de Sun Tzu, oui, mais voyez, maintenant, Poutine, je vous comprends, c'est vrai, mais voyez, maintenant, Poutine était au Japon, a rencontré l'empereur, et on voulait finir des grands problèmes qui existent. Les îles Kuriles, qui étaient japonaises, l'Union soviétique, je veux dire la Russie-Géorgie, l'ont pris comme ça, après la guerre mondiale. Mais en même temps, Poutine voulait s'assurer de la position du Japon si le Kremlin et la Chine vont entrer en une guerre froide. Peut-être elle sera imposée par eux. Dans ce cas-là, il voudrait bien savoir si le Japon sera un pays avec lequel on peut discuter. Et je crois les intérêts japonais avec la Chine sont très grands. Après tout, il y a toujours des conflits. Mais je crois que c'est un thème qui se cristallise ces semaines-là. C'est un très nouveau fait. Et je me demande, et les Japonais se demandent, peut-être l'empereur même, il ne gouverne pas, je sais, comme la Queen en Angleterre, mais c'est un homme très important. Ils affectent le gouvernement japonais, je le sais bien. Et je crois que c'est un des grands thèmes. Alors, Poutine à Tokyo, pas comme ça seulement une visite, bonjour, au revoir, non. C'est un des grands hommes de ce monde aujourd'hui. Et en même temps, Obama, bien, il y a des occasions historiques qui expliquent, mais en même temps, comme je dis, sous le plafond, il y a autre chose. Oui, bien sûr, certainement. Mais que Dieu donne la force à l'empereur du Japon de continuer à exercer ses responsabilités, parce que bien sûr. Le monde va manquer s'il peut arrêter. Alors il faut dire aussi que ce n'est pas vraiment la dernière chose qu'Obama a fait avant son départ qui a vraiment fait parler tout le monde. On parle cette fois-ci de la résolution de l'ONU. C'est la première fois depuis des années que les États-Unis n'avancent pas leur veto quant à cette résolution qui a été adoptée vendredi dernier. Alors en colère, hier, en fait, le gouvernement de Netanyahou avait convoqué 10 ambassadeurs des pays qui ont accepté bien sûr, cette résolution. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant le vote, la réaction du gouvernement israélien, et puis on revient pour plus d'explications. Dans 10 des 14 pays qui se sont prononcés en faveur de la résolution et avec lesquels elles entretiennent des relations diplomatiques. Il s'agit de la Grande-Bretagne, la France, la Chine, la Russie, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Uruguay, l'Espagne et l'Ukraine. Ce rappel qui intervient le jour de Noël est particulièrement inhabituel. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis n'ont pas mis vendredi leur veto à cette résolution du Conseil de sécurité concernant la colonisation israélienne qui a été adoptée par 14 des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité. La résolution exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes n'ont pas de valeur juridique et sont dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux États.
Nabila Bouroudaïne, un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a qualifié cette résolution de grand camouflet pour Israël, estimant qu'il s'agissait d'une condamnation internationale unanime de la colonisation. Lors du Conseil des ministres dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a de son côté réaffirmé que les États-Unis avaient agi en concertation avec les Palestiniens pour faire adopter cette résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon nos informations, nous n'avons aucun doute sur le fait que l'administration Obama est à l'initiative de cette résolution, qu'elle est derrière elle, qu'elle a coordonné sa rédaction et a demandé qu'elle soit adoptée, a déclaré Netanyahou lors de la réunion du gouvernement. Depuis des décennies, les administrations américaines et les gouvernements israéliens sont en désaccord à propos des colonies, mais nous étions d'accord sur le fait que le Conseil de sécurité n'était pas le lieu pour régler cette question, a commenté Netanyahou. Alors en fait, M. Windfour, comme on vient de voir, c'est la première fois depuis 1979 que les États-Unis n'avancent pas leur veto sur une résolution concernant la colonisation. Pourquoi ce changement de politique selon vous? Peut-être, à ce moment, on peut le dire, deux raisons. La première raison, et peut-être personne me parle des secrets, mais c'est que je crois. Oui. Pour confronter le nouveau président, Trump, avec des grandes difficultés et des choses très délicates, bien sûr, ce n'est pas facile. Ouais. Et en même temps, deuxième, c'est plus ou moins une sorte de torpède contre le nouveau président, le président élu. Et je crois qu'il y a aussi plus que ça. Maintenant, Obama ne se sent plus dans la nécessité de sauvegarder l'électorat. Oui, maintenant, il parle franchement. Et à vrai dire, à part de ça, je crois que cette fois-ci, il n'est pas plausible que le refus total de la résolution, de l'idée même, comme le fait jusqu'à maintenant Netanyahou, sera utile. Je crois qu'Israël entre dans une ère très très délicate. Et je crois, même les États-Unis, même Trump ne peut pas, s'il veut, ce n'est pas clair, se comporter d'une façon de dire non, c'est une faute. Personne ne pourrait le dire. Ouais. Parce que ces 14 autres pays qui ont voté en faveur de cette résolution représentent quelque partie du monde intéressant. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui ouvre pas seulement une porte, peut-être un portail. J'en suis sûr. Ouais. Je n'ai pas les détails. Mais je crois, cette fois-ci, c'est difficile pour les États-Unis de se retirer de nouveau. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors en fait, plusieurs analystes estiment que ce changement de position de la part des États-Unis, c'est dû d'abord à l'intransigeance d'Israël en ce qui concerne surtout la colonisation, également dû au problème dans les relations entre Netanyahou et Obama. Quel changement de position? C'est-à-dire le fait de mettre le veto pour la première fois depuis des années. Ils n'ont pas mis le veto, ils sont abstenus. Oui, c'est exactement. Mais en général, ils mettent leur veto. Oui, mais ce qui est normal dans le cadre d'un vote de résolution présenté par d'autres pays, c'est de lui accorder les faveurs pour ce. Non, mais ce n'était pas la position des États-Unis. En général, les États-Unis mettaient leur veto. C'est la première fois qu'ils ne mettent pas leur veto et qu'on peut voter la résolution, ce qui est nouveau. Ouais. Alors, on parle de relations tendues entre Obama et Netanyahou et on parle de l'intransigeance d'Israël. Oui, moi je vois cette résolution de 3000, je ne sais combien, 300, 400, etc. C'est de la poudre aux yeux dans ce dossier. Parce que, certes, elle est très importante, et très, mais est-ce qu'il y a un moyen de réaliser sur le terrain? Cela, je ne pense pas, mais ce que je vois
et je suppose comme quelque chose de très bien, c'est une imposition des règles générales pour des prochains ou des futures négociations. Parce qu'au niveau de l'Assemblée générale, par exemple, des Nations Unies, depuis la résolution 181, ça date de l'existence de l'État d'Israël, par exemple. Et au niveau du Conseil de sécurité, les résolutions de 242, 338, tout cela n'était pas... C'est des résolutions approuvées par le Conseil de sécurité, approuvées par donc l'Assemblée générale, et ils n'ont jamais été appliquées. Là, j'ai lu un article dans le journal Le Monde parlant de... en fait, c'était juste ce qui est les déclarations de M. Netanyahu, c'est pour en discuter, en parlant de Jérusalem-Est. Donc la base de cela, c'est la résolution 181 à la base de l'Assemblée générale. Je ne pense pas, par exemple, qu'il dit que c'est inacceptable que le premier lieu saint du judaïsme soit de l'autre côté. Mais est-ce que ça pose problème à quelqu'un, à un catholique pratiquant italien, par exemple, que le Saint-Siège est au Vatican, par exemple? Il essaye de mettre tout dans le même sac, et après, par exemple, il disait qu'Israël est la seule démocratie en Moyen-Orient ou dans la région. C'est à redéfinir la démocratie, ce qu'il voulait dire par démocratie. Alors, Monsieur Windsor, est-ce que vous partagez cette opinion que ça n'a pas vraiment de valeur, surtout qu'on parle maintenant qu'on peut sanctionner, par exemple, les produits provenant des colonies, surtout en Europe? J'ai bien réfléchi et entendu. Mon opinion est basée sur le fait que l'Europe a commencé à préparer une politique pareille en interdisant à chaque 28 États membres de l'Union européenne d'accepter d'acheter des produits des colonies. Après ça, mais avant ça même, l'Allemagne, et après l'Allemagne, toute l'Europe, a reconnu la nationalité palestinienne, les passeports qui a été imprimé en Allemagne. L'Allemagne était le premier État du monde à reconnaître la nationalité palestinienne. Je veux dire, je crois la pression sur Israël augmente, pas des Juifs, les Israéliens, mais sur les droitistes du type détaillant va augmenter, bien sûr. Et c'est facile. Et la Russie et la Chine, ce sont des États très importants et membres permanents dans le Conseil de sécurité, y ajouter la Grande-Bretagne et la France. Je crois cette fois-ci, c'est vraiment une pression qui va augmenter. Et ce n'est pas contre Israël tel, non, c'est contre la politique qui va torpiller l'idée d'une solution basée sur deux États. Je crois que Netanyahu va perdre. Bien sûr, il n'y a pas d'autre... Non, c'est ce que je vois. Alors, comme vous venez de dire... Son surenchère était un peu fou. Non, mais en fait, les Palestiniens même, comme on vient de voir, M. Abu Ghneim vient de dire qu'il s'agit d'un grand camouflet pour Israël, par exemple, et qu'il s'agissait d'une condamnation internationale. Alors, on voit que la pression sur Israël augmente de la part de la communauté internationale. Est-ce que vous voyez que, ou vous pensez que ça va influencer également les négociations de paix si
jamais ces négociations reprennent. Espérons-le, mais ce qui est fait en fait, et ce qui est mentionné, c'est les pertes économiques pour Israël de construire ou de faire des produits dans des territoires occupés, pas à l'intérieur d'Israël. Donc c'est pas un grand problème pour eux. Je pense que c'est la poudre aux yeux aussi également pour essayer de sauver la solution de 2 États. Parce que depuis des années, les Palestiniens, ils sont maintenus à tourner à l'instar d'un moulin à vent sans arriver à quelque chose après des années de déplacement de la population palestinienne. Avec des années, ils vivaient dans des camps où ils étaient privés même d'une société de travail, etc. Donc la catastrophe du peuple palestinien est aussi à mettre en considération dans cela. Dans l'histoire, hein, quelque chose aussi important que la catastrophe qui se passe aujourd'hui important que la catastrophe qui se passe en Syrie, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a été fait, c'est une faute historique dans l'histoire, où le peuple palestinien a subi des injustices. Et je pense, pour arriver à régler ce problème, pour trouver une solution définitive à ce conflit, il faut, accepter des règles de base. Pour négocier. Plus tard, ça pouvait être modifié selon l'avancement. Qui selon vous doit accepter les règles de base? Vous parlez des Palestiniens. Les deux côtés, plutôt Israël. C'est un retour. Cette résolution, c'est un retour aux fondamentaux. Fondamentaux, c'est les résolutions primaires des Nations Unies à travers l'Assemblée générale en 181 ou les résolutions du Conseil de sécurité depuis 242, etc. Donc c'est un retour au normal qui peut générer beaucoup d'incompréhension. Sur le vote égyptien, je pense initier le projet, c'était quelque chose de magnifique de la diplomatie égyptienne. Et d'un autre côté, si on voit les pays qui ont physiquement représenté la résolution, on trouvera le Venezuela de l'Amérique latine, on trouvera des Nouvelle-Zélande de l'Océanie, on trouvera des pays en Asie, des pays en Afrique. Donc, et en même temps, les Américains, ils sont abstenus. Donc c'est le moment aux dirigeants d'Israël de se mettre en cause, de voir ce qui ne va pas, pourquoi. Et c'est un indicateur immense qu'il y a au Conseil de sécurité une telle unanimité à condamner. Mais exactement, est-ce que vous ne voyez pas que... Mais je vais vous dire une chose. Shimon Peres disait franchement, à plusieurs reprises, une fois moi-même, quand il était encore Premier ministre, après président d'État. Bon. Si Israël quitte la thèse, le plafond d'une solution basée sur 2 États indépendants, nous vont partager le destin de l'Afrique du Sud avant la défaite de l'apartheid. Et c'était quelqu'un qui est très intellectuel, il a fait ses fautes, etc. Mais bien sûr. Et ce que disait Boutros Ghali aussi. Je crois qu'il a raison. Et maintenant, on va voir que la conciliation internationale, sans s'acharner, il va se concentrer sur ces colonies juives. Et je crois que ce n'est pas tellement difficile pour, disons, pour l'Union européenne, j'en suis presque sûr, de suivre ce modèle, pas d'un jour à l'autre, parce que chaque alternative veut dire succomber sur le dictat d'un homme comme Netanyahu. Personne ne le veut. Obama n'était le premier.
Bien, de toute façon, on va voir qu'est-ce qui va se passer les jours qui viennent. Comment Si je peux ajouter quelque chose, c'est pour éviter le sort de l'Afrique du Sud, il faut que l'étape de transition, qu'elle soit longue dans la durée, avec beaucoup de compréhension. Que ce soit pas les colonies ne soient pas détruites, non, elles doivent être cédées aux Palestiniens. S'ils veulent être accueillis chez eux, c'est à négocier, par exemple, une formule de location. Bon, ce sont les modalités, mais basées sur C'est un modèle soit un seul pays avec beaucoup de droits aux citoyens de deux côtés avec une formule binationale, ou une solution de deux États avec des droits et des devoirs de deux côtés, mais avec une perspective de paix plus durable, sans rancœur. Ça existait déjà. C'est pourquoi, quand Yitzhak Rabin visitait le Golan, voulait préparer les colons juifs pour le jour où nous devons payer le prix de la paix sécurisée. Et 5 jours après, un Israélien... De prendre toute la Palestine, contrairement à la résolution de 181. Et je crois beaucoup de politiciens, pas seulement en Amérique, dans le monde en général, même ceux qui ne sont pas des amis de l'OLP, n'est-ce pas, voulaient très bien se débarrasser de ces Netanyahou qui causent des problèmes et n'aident pas à en finir. De toute façon, je vous remercie infiniment, M. Volkart-Wimfer. Je rappelle, vous êtes l'Association de la presse étrangère. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Aram Zoheri, journaliste, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bien, c'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Au revoir.